Je suis connecté avec la directrice de la FEMIS en live maintenant, Nathalie Coste-Cerdan. Bonjour Nathalie, Bonjour, bonjour merci à toutes et à d'être tous. avec nous. Je le dis à nos amis des équipes techniques, je vais aller faire votre interview depuis la scène. Donc je me lève et je me dépêche, hop, depuis la salle, d'aller vous retrouver, ma chère Nathalie. Hop, j'ai une première question pour vous, hein, vous qui êtes à la tête de la FEMIS, hein. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, quelles sont les dispositions prises par l'État concernant les notions d'égalité femmes-hommes et de harcèlement et de violence sexuelle? Euh, eh bien, en fait, ce que je voulais expliquer à travers cette question, c'était que la FEMIS a donc deux tutelles. Elle a d'une part le ministère de la Culture, d'autre part le CNC. Et pour l'enseignement supérieur, en fait, dès 2018, le ministère de la Culture a enclenché des actions qui permettaient aux établissements d'enseignement supérieur artistique de prévenir et de traiter les comportements répréhensibles au sein des écoles. Et donc, ils avaient, dès cette époque, mis à disposition des écoles et des boîtes à outils extrêmement riches qui comprenaient des textes juridiques et réglementaires, des vadémécums sur les bonnes pratiques, des formations, de la signalétique pour des campagnes d'information, de l'orientation vers des ressources juridiques telles que Allodiscrime. Et tout ça, c'était un matériau très riche que les écoles, dans lequel les écoles pouvaient puiser à leur rythme en fonction de leurs moyens humains et de leur détermination. Il faut rappeler quand même que tous ces dispositifs avaient été placés sous la direction de Agnès Salle, que je remercie, parce que je pense que sans Agnès Salle, tous ces dispositifs n'auraient pas trouvé un écho parmi les établissements d'enseignement. Et je me réjouis aussi en écoutant l'intervention de la ministre hier matin, que malgré les changements gouvernementaux, la volonté politique et la vigilance sont toujours là et les aides ont été renouvelées dans ce domaine. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le ministère de la Culture. Pour ce qui est du CNC, notre autre tutelle, il s'agit donc davantage de mesures que vous connaissez bien, puisque vous les avez évoquées largement au cours de ces 2 jours, qui concernent en fait une meilleure prise en considération de ces sujets, notamment par les producteurs, à travers notamment le dispositif de formation qui a été mis en œuvre qui subordonne en fait l'attribution des aides au suivi d'une formation sur ces sujets. D'autre part, la bonification pour les femmes chefs de poste sur les tournages. Autant de mesures qui sont aussi importantes puisque, par exemple, à la FEMIS, la partie tournage est très, très importante aussi et que il est important que les producteurs aient en tête ce genre de dispositif. Et d'autre part, enfin, le CNC aussi, c'était la volonté de mettre en place des outils statistiques pour régulièrement rendre compte de la place des femmes dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Donc pour nous, les actions de l'État dans ce domaine, de la culture en particulier, et de la culture vers l'enseignement supérieur, pour moi, sont très encourageantes pour inciter les établissements, encore une fois, à leur rythme et en fonction de leurs moyens, de leur volonté, de mettre en place en leur sein des démarches, des dialogues, des échanges pour que tous ces actes ne se reproduisent pas ou en tout cas qu'ils aient moins de chances de se reproduire à la fois au sein des établissements et plus tard dans le secteur professionnel. Et je pense aussi, c'est un petit clin d'œil, que sans la détermination aussi de 50-50, il n'y aurait pas eu cette articulation aussi forte des actions étatiques en direction donc des établissements d'enseignement artistique. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Nathalie, comment est-ce que ces questions de harcèlement, de violence sexuelle sont perçues au sein de votre établissement? Euh, donc, je suis assez fière d'être à la tête d'un établissement qui est un établissement républicain dans lequel les préoccupations de diversité au sens large sont très présentes. En particulier, par exemple, au plan social, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif Égalité des chances, qui depuis 12 ans cherche à ouvrir l'école à une plus grande diversité de profils sociologiques. De la même manière, sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, d'hommes et de femmes, on a
depuis longtemps pratiqué la parité, aussi bien au niveau des recrutements, au niveau de la composition des jurys, des équipes, et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, il reste des progrès à faire. J'entendais la personne précédente parler de la diversité de couleurs de peau, de la diversité en termes d'origine, où là, effectivement, on a probablement des progrès à faire, mais tout ça pour dire que cette volonté républicaine, elle fait qu'il y a une sensibilité partagée par tout le monde sur ces questions, et particulièrement sur la question du respect de l'autre et notamment de la sensibilité à la prévention des comportements répréhensibles. Par contre, qu'il faut quand même souligner, c'est que même s'il y a un terreau très favorable, il y a une différence de perception et de ressenti entre les générations. On peut dire que les étudiants et les étudiantes de l'école ont été vraiment moteurs, motrices pour approfondir ces réflexions, pour aller plus loin, pour se doter d'outils plus précis que ce qui prévalait jusqu'alors. Et je pense que c'est très important, même s'il y a une sensibilité générale favorable à appréhender ces questions, qu'on tienne compte qu'une nouvelle génération qui est née avec le mouvement MeToo a parfois des perceptions très différentes de celles de leurs aînés. Et ce qui est intéressant dans ces échanges, c'est que on progresse énormément dans la compréhension justement des ressentis des plus jeunes générations, et on comprend qu'il est important de mettre en place des outils pour mieux signaler les écarts de conduite et tous les outils pour instruire des enquêtes, pour maîtriser les conditions de confidentialité et d'anonymat. Et je pense que ça, on ne l'aurait pas fait, je pense, aussi, de manière aussi engagée sans les étudiants. Nathalie, on l'a vu, le ministère de la Culture a mis en place un module pédagogique pour les membres administratifs et pédagogiques, justement. Quel retour est-ce que vous avez à nous communiquer sur cette formation ? C'est un module pédagogique dont on a souhaité déjà faire bénéficier l'ensemble de nos communautés. Donc je pense qu'au total, il s'agit d'un module pédagogique déjà pour bien comprendre, dont l'enjeu est de clarifier justement d'abord, de nommer tous ces comportements répréhensibles, toutes ces violences, d'arriver à les identifier. Une fois qu'on les a identifiés, on peut ensuite les traiter, les signaler, les instruire. Et donc l'enjeu de la formation qui est conduite par EGAE consistait à justement informer chacun sur tous ces aspects. Nous avons souhaité que toutes les communautés puissent bénéficier de cette formation, donc aussi bien les étudiants, bien entendu, mais aussi les profs, les enseignants, les directeurs de département, le personnel. Au total, c'est déjà 150 personnes qui ont été formées. Et on est très heureux demain de faire bénéficier cette fois-ci les intervenants qui sont très nombreux à l'école, puisqu'il y a à peu près 700 intervenants par an qui travaillent à l'école, de pouvoir bénéficier de cette formation. Donc tous ces professionnels qui interviennent à l'école et qui vont pouvoir pendant 3 heures bénéficier de cette formation. Il faut préciser que elle est perçue de manière très positive par ceux qui l'ont reçue, aussi bien les étudiants, les enseignants, le personnel. Elle est très bien perçue parce qu'elle oblige à bouger les lignes, elle oblige à se mettre en question, elle oblige à être précis sur les termes, elle oblige à réfléchir. Et je pense qu'en fait, vraiment, c'est un message, c'est que tous ces échanges et toutes ces formations, elles doivent contribuer justement à faire se questionner. C'est-à-dire, il n'y a pas non plus de réponse toute faite, même s'il y a des cadres qui sont proposés et qui sont souvent donc très utiles, mais il faut se questionner aussi sur les stéréotypes de toutes les étapes de la création. Et je pense que pour nos intervenants, par exemple, c'est quelque chose de très précieux. Et demain, donc, nous aurons déjà franchi une grande étape dans la sensibilisation finalement de tous les gens qui composent la FEMIS. Justement,
Pardon Nathalie, puisque vous parlez de la composition des gens qui peuvent enseigner à la famille, l'enseignement est dispensé en majorité par des hommes et des femmes professionnels du secteur, on l'a vu, et le collectif 50-50 demande la sensibilisation de toutes et tous. Est-ce que ça vous semble important que ces professionnels qui viennent enseigner à vos étudiantes et vos étudiants soient sensibilisés à ces sujets? Ben oui, sinon on n'aurait pas engagé toutes ces actions. Ben, c'est important, ne serait-ce que parce que c'est des gens qui sont appelés à travailler ensemble demain. C'est important parce que, comme je le soulignais, il y a des différences de perception et il y a souvent, les intervenants sont des gens d'expérience, sont des gens qui apportent leur vision de leur travail, mais il y a parfois une incompréhension assez forte. Et je pense que c'est ça le message principal, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce travail d'échange, il contribue à rapprocher justement des perceptions différentes dans l'échange, en essayant aussi de prendre en compte la dimension juridique et réglementaire de tout ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de commettre des, 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 des actes qui pourraient ensuite buter sur des textes réglementaires qui nous interdisent de faire telle ou telle chose. Donc c'est que chacun avance en bonne connaissance de cause, en améliorant à la fois sa connaissance, ses compétences et aussi son point de vue sur ces questions. Et je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est le chemin que font ces intervenants sur ces questions-là. Ils peuvent partir de très loin ou de moins loin, mais néanmoins, ça les oblige à formuler des questions, à remettre en cause eux-mêmes des pratiques qu'ils ont pu avoir dans le cadre de ces cours. Et c'est vraiment très, très salutaire, c'est très intéressant. Nathalie, aujourd'hui, quelles actions est-ce que vous avez mis en place au sein de votre établissement à destination des élèves, hein? Ça rejoint aussi une des questions qu'on nous a posées via SparkUp. Formation dans les écoles à propos du harcèlement? Ben oui, comme je l'ai dit, on avait un cadre plutôt favorable pour mener tout ça. Mais on a déjà nommé il y a déjà quelques mois une référente égalité dont la vocation justement est d'articuler toutes les actions qu'on va conduire dans ce domaine. Des personnes ressources aussi qui sont un petit peu des personnes issues de toutes les communautés de l'école auxquelles les étudiantes et les étudiants vont pouvoir s'adresser en cas de perception d'une action ou d'un acte répréhensible. Ce que nous avons mené, c'est toute une réflexion pour produire une charte d'égalité, je dirais, augmentée, puisqu'on avait déjà une première charte égalité en 2018. Et là, au cours des 12 derniers mois, on a travaillé sur un nouveau texte pour tenir compte davantage et être plus précis sur les questions d'agissement répréhensible, essayer d'avoir un guide pratique sur les procédures notamment extrêmement précis. Donc c'est un travail qui a représenté plusieurs mois de discussions, d'échanges, des groupes de 8 personnes qui s'occupaient respectivement de la politique de prévention, des procédures et de la prise en compte de la victime. On va publier très prochainement, dans les quelques jours qui viennent, cette charte numéro 2, au terme de ce gros travail qui a impliqué toute l'école. Et je pense que j'incite vivement tous les établissements d'enseignement supérieur, et on a vu plusieurs affaires, entre guillemets, surgir dans le secteur culturel au cours des dernières semaines. Je pense que ce temps de dialogue, ce temps d'échange, il est extrêmement important, extrêmement nécessaire, et que c'est de la qualité de ces échanges qu'on pourra disposer d'un cadre approprié pour que les gens se sentent en sécurité d'apprendre et de créer au sein de nos écoles. Donc la troisième, comme vous l'avez dit, c'est cette dimension formation, puisque 200 personnes environ ont été formées à ces problématiques sur les agissements répréhensibles et le harcèlement sexuel, qui a été, comme je l'ai dit, perçu comme très utile et incitant à réfléchir. Après, il y a des actions de prévention et de communication, une campagne d'affichage, et globalement, tout cela, ça nous permet de faire vivre notre engagement, de faire vivre nos outils, et de définir un cadre, encore une fois, qui est rassurant pour tout le monde au sein de nos établissements, de notre établissement d'enseignement.
Merci Nathalie de vous être connectée depuis la FEMIS pour ces troisièmes assises du collectif 50-50. Merci encore.